Salut à toutes et à tous, merci de regarder le 4e épisode de ce module que nous produirons jusqu'aux élections législatives qui viennent. Un module qui vous dit tout sur la campagne. Allez Arthur, générique. Aujourd'hui, nous parlerons de la drôle de stratégie de l'actuelle majorité qui semble vouloir tuer la campagne électorale en faisant comme si elle n'existait pas, mais qui ne sort de son mutisme que pour taper sur Jean-Luc Mélenchon et la NUPES de manière assez extravagante. Nous évoquerons la crise politique d'ampleur qui guette la France au regard des équilibres politiques qui se construisent et de la posture de raideur d'Emmanuel Macron. Il sera aussi question de Manuel Valls. Non, Arthur, on n'avait dit pas pendant l'intro. Bref, on parlera aussi du Big Fail de l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon, candidate dans la 8e circonscription du Val-de-Marne. Et la circonscription du jour, c'est la 7e circonscription de Paris où le ministre chargé de l'Europe, Clément Beaune, n'est absolument pas assuré de gagner et donc de se maintenir au gouvernement face à l'insoumise Caroline Mécari. C'est parti. C'est une idée bizarre, mais j'ai eu envie de me mettre, quelques secondes seulement bien sûr, dans la peau d'un présentateur de JT macroniste. Et du coup, je me suis imaginé commencer ce module comme ça. La France a peur. Alors, je ne sais pas si la France a peur, mais les macronistes ont peur et veulent qu'on partage leur peur. La peur de la NUPES, la petite bête qui monte. La peur de l'ogre des calanques, de l'abominable roi de l'islamo-gauchie, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon voudrait nous voir, juste pour son plaisir, conduire des ladas repoussantes et souffrir du rationnement. Si vous voulez, le modèle, c'est la Roumanie de Ceausescu dans les années 1970, c'est-à-dire plusieurs heures d'interruption d'électricité par jour. C'est ça ce que nous propose demain le modèle de M. Mélenchon. Mélenchon est un gourou, un charmeur de serpents qui séduit notre belle jeunesse avec des idées à la fois dangereuses et angoissantes. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Marine Le Pen. Ce sont des jumeaux de la peur. Depuis des années, ils squattent les plateaux de télé, le débat politique, ils empoisonnent, ils surfent sur des peurs. Jean-Luc Mélenchon, il surfe sur la peur des jeunes face à la transition écologique. La Macronie va tellement loin dans la déclinaison quasi automatique des éléments de langage anti-NUPES et anti-Mélenchon qu'elle finit par irriter des journalistes pourtant loin d'être anti-Macron. Cet épisode de dire « je vais être élu Premier ministre sans me présenter moi-même à une élection », je ne sais pas si beaucoup de Français d'ailleurs ont compris comment ça allait fonctionner. Jean Castex n'était pas député, ça a choqué personne que ce soit Premier ministre. Et bim. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de fébrilité à taper ainsi sur Jean-Luc Mélenchon non, comme vous Léa ce matin Salamé, Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fébrilité dans votre camp? Est-ce que ce n'est pas votre manière de réveiller un camp qui est, pardon, très atone, le vôtre? Léa, je suis un acteur politique. Vous êtes une commentatrice. Ouch, il n'est pas content le Bruno. En réalité, Léa Salamé tape dans le mille en faisant remarquer que la majorité macroniste est atone. En réalité, la Macronie avait au départ la même stratégie qu'avant le premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire tuer le match. Parler d'autre chose, du burkini ou de l'abaya. Miser sur une abstention forte qui profiterait forcément au pouvoir. Ne pas évoquer de points programmatiques trop clairement pour ne pas effaroucher le bourgeois de centre-gauche qui pourrait finalement se résoudre à voter pour la NUPES. Mais voilà, cette stratégie du silence ne marche pas. La dynamique est du côté du camp qui fait campagne, c'est-à-dire de la NUPES. Prise de panique, la Macronie attaque au marteau-piqueur et donne l'impression d'en faire trop. Et pendant ce temps, les projections des instituts de sondage et de chercheurs indépendants se rapprochent du cauchemar de Manu. Le cauchemar de Manu donc, une bonne grosse crise politique, autant le dire. La France s'achemine, selon toute évidence, vers une crise politique et institutionnelle d'importance. Jugez-en vous-même. Hypothèse 1. La NUPES obtient la majorité. La cohabitation s'impose au président de la République. À votre avis, que fait-il? Selon toute évidence, il cherche à diviser la NUPES en choisissant un Premier ministre autre que Jean-Luc Mélenchon et engage une procédure de débauchage d'élus d'opposition de gauche ou de droite. Crise politique en perspective. Quand il nous dit de toute façon, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être Premier ministre parce que je ne le nommerai pas, si bonhomme, tu vas le nommer. Hypothèse 2. La NUPES sort du premier tour comme première force politique du pays, mais la mécanique un peu spéciale des élections législatives à la française permet tout de même au camp Macron d'avoir une majorité de députés. Crise de légitimité, crise des institutions, crise politique. Hypothèse 3. La NUPES ne gagne pas, mais sort du scrutin comme la principale force d'opposition. Elle gagne forcément certaines prérogatives, notamment le droit de désigner le puissant président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale.
Au sein de l'ex-LREM, on en tremble déjà. Pourquoi cette agitation? C'est Kevin Bossuet, chroniqueur sur CNews, qui en parle le mieux. En tout cas, ce qui me fait très peur, c'est de voir des insoumis de plus en plus nombreux au sein de l'Assemblée nationale, parce que vous savez que, par exemple, quand on est président de la Commission des finances, on peut lever le secret fiscal. Et on sait que être président de la Commission des finances, on doit appartenir à l'opposition. Donc imaginez si un insoumis est président de la Commission des finances, les ravages que ça pourrait faire. Mais moi, je n'appelle pas ça des ravages, enfin. Kevin, détends-toi, t'es prof, pas Bernard Arnault. On en a déjà parlé dans ce module. Le refus du ministère de l'Intérieur à la mi-mai d'admettre la NUPES comme nuance politique. Je vous rediffuse l'explicitation de l'enjeu par BFM TV à l'époque. Mais pour la gauche, en revanche, il ne sera pas fait mention de la NUP, vous savez, la nouvelle union... Alors NUP ou NUPES? Alors NUPES, la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Là, pour le coup, non. On présentera parti par parti, c'est-à-dire la France Insoumise, Parti communiste, Parti socialiste ou Europe Écologie, les Verts. Or, ce sont ces résultats qui seront repris par les médias et on voit bien les faits. Les scores de la majorité paraîtront rassemblés et donc assez élevés, et les scores de l'opposition, si jamais c'est l'opposition, on verra qui gagnera, mais en tout cas de la gauche, seront complètement éclatés. La NUPES avait tout de suite annoncé son intention de saisir le Conseil d'État, plus haute juridiction de l'ordre administratif, lequel Conseil d'État a donné son verdict hier, sans communiqué et cinglant. Le juge relève que les résultats des candidats de la majorité présidentielle seront comptabilisés sous la seule nuance « ensemble » et que ceux des candidats écologistes appartenant à la NUPES seront comptabilisés sous une autre nuance « éco », avec d'autres mouvements écologistes n'appartenant pas à la NUPES. Il estime ainsi que l'absence de comptabilisation sous une nuance unique des suffrages portés sur les candidats de la NUPES est susceptible de porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d'État enjoint au ministre de l'Intérieur d'inscrire avant le 10 juin 2022 la NUPES dans la grille des nuances pour les candidats aux élections législatives. Ils ont bien dit porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux. Moi, j'entends volonté de tripatouillage et magouille. Pour en revenir à la crise politique qui vient, cette présentation vise à se donner une chance de faire son marché à la NUPES et en dehors de la NUPES pour se construire une majorité façon maison en Lego au lendemain du second tour des législatives. Sinon, à quoi tout cela a-t-il bien pu servir ? Ah, que la vie de parachuté est compliquée. Parachuté comme Emmanuelle Wargon, l'ancienne ministre du Logement. On ne sait pas à quel moment a eu lieu la révélation, mais elle s'est récemment découvert des attaches dans la 8e circonscription du Val-de-Marne. Mais manifestement, elle ne s'est pas encore bien imprégnée des paysages de ce bout de région parisienne, puisqu'on pouvait apercevoir en arrière-plan de son affiche de campagne la ville de Lyon. Alors moi, je suis même pas sûr que ce soit une erreur. Comment ça? Soit c'est une erreur, soit c'est un choix conscient. Mais ça, vous le savez a posteriori et en principe de manière certaine. Mais bon. J'ai utilisé un kit de campagne national dans lequel il y a un fond flouté parce que j'ai utilisé une photo du président de la République sur cette affiche. Mais pourquoi, du coup, si c'est un kit national, les autres candidats de votre bord n'ont-ils pas eu le même problème que vous, Emmanuel? Trop de malchance, c'est ça? Bref, vous êtes quand même maligne. Quand une question nous met mal à l'aise, tentez de changer le sujet. Le député sortant dans ma circonscription, on ne sait plus pour quel parti il est, parce qu'il n'a pas mis de parti sur son affiche. Moi, j'ai choisi de mettre le président de la République. Si on en revenait au sujet. Mais reconnaissez que cette erreur aurait pu être évitée. Ah, la prochaine fois, on fera évidemment attention. Mais Emmanuel, il y a quelques secondes, vous étiez à 2 doigts de nous dire que mettre un fond lyonnais quand on se présente à Maison Alfort et à Saint-Maurice relève du choix artistique. Parlons désormais de Manuel Valls. Essayons de garder notre dignité. Si le premier tour des élections législatives aura lieu ce dimanche, près d'1,5 million de citoyens établis hors de France ont voté dès dimanche dernier dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Et il y a 2 enseignements à retenir de ce premier tour. D'abord, c'est évidemment l'élimination de Manuel Valls qui ne passe même pas le premier tour dans la 5e circonscription des Français de l'étranger qui comprend l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre. L'ancien Premier ministre, pourtant soutenu par la majorité présidentielle, est arrivé 3e derrière le sortant Stéphane Vojta, qui avait été exclu de LREM pour avoir maintenu une candidature dissidente. C'est le candidat de la NUPES, Renaud Lebert, qui termine premier du scrutin avec 27,24% des voix, alors que quasiment tout Twitter fêtait la défaite de l'ancien conseiller municipal de Barcelone, comme si la France venait de remporter une 3e Coupe du Monde. Manuel Miskin Valls a posté dimanche soir un adieu Twitter avant
temps de se draper dans sa dignité et de désactiver son compte sur le réseau social. Franchement, le geste est d'anthologie et éclipse celui de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Au revoir. Pourquoi tant de haine? Nathalie Saint-Cric tient en tout cas une théorie. Ce n'est pas parce que Manuel Valls a été un Premier ministre qui a tapé comme un sourd sur le mouvement social. Ce n'est pas parce qu'il se dit lui-même le père du macronisme avant Macron, c'est-à-dire de la gauche de droite. C'est parce qu'il est attaché à la laïcité. Et c'est à cause de Jean-Luc Mélenchon. Il y a les équipes de Jean-Luc Mélenchon qui sont très très bonnes. Il y a eu les équipes d'Éric Zemmour. Il y a eu des plus faibles, c'était du côté de Valérie Pécresse. Et là, manifestement, il y a une consigne qui a été donnée ou pas. Et c'est à bas Valls, à mort Valls, et donc grande satisfaction. C'est pas une théorie du complot, ça, Nathalie? L'autre enseignement de ces premiers résultats est que la dynamique enregistrée par la NUPES dans les sondages se confirme dans les urnes. Au total, l'Union de la gauche se qualifie dans 10 circonscriptions sur 11, à l'exception de la 8e, Israël, Italie, Grèce, Turquie, territoire palestinien. C'est le candidat UDI et député sortant, Meyer Habib, qui affrontera la candidate investie par Ensemble. Il sera néanmoins très difficile pour la gauche de confirmer ses excellents scores par des victoires dimanche prochain, puisque le vote des expatriés reste largement favorable à Emmanuel Macron. Le camp du chef de l'État est arrivé en tête dans 8 des 11 circonscriptions et il est utile de rappeler que le président s'est largement imposé au second tour de la présidentielle chez les Français de l'étranger avec 86% des voix. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup voyager puisque nous nous intéressons à la 7e circonscription de Paris. Et si ce coin de la capitale nous attire tant, c'est qu'il fait partie des circonscriptions dans lesquelles un membre du gouvernement pourrait être battu et donc déjà quitter la nouvelle équipe mise en place par Macron. Et oui, c'est la règle. Selon un sondage IFOP publié par le journal du dimanche, le ministre délégué à l'Europe, Clément Beaune, serait donné second au premier tour et battu au second tour par la candidate insoumise Caroline Mécari. La tâche ne s'annonce pas évidente pour Clément Beaune, d'autant plus que cette circonscription a longtemps été tenue par la gauche. En 2007, c'est la socialiste Danielle Hoffmann-Rispal qui l'avait largement emportée au second tour avec 70% des voix. En 2012, c'est Cécile Duflot qui s'était imposée avec 72% des suffrages. La grande vague En Marche de 2017 avait vu le député LREM Pierre Persson arracher cette circonscription, mais avec une toute petite avance sur l'insoumise Danielle Simonet avec 50,99% des voix. D'autres ministres sont en difficulté. On peut citer le patron du parti présidentiel et nouveau ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, dans la 3e circonscription de Paris, la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, dans la 6e circonscription de l'Essonne, la secrétaire d'État à la mer, Justine Benin, dans la 2e circonscription de la Guadeloupe, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, et le ministre des Solidarités, Damien Abad, dans la 5e circonscription de l'Ain. Bref, faites ce que vous voulez, mais faites ce que vous voulez. Voilà, direction Palais Bourbon, le journal des législatives, 4e épisode, c'est terminé. Rendez-vous bientôt pour une autre édition.